La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Ronnie, comment vas-tu ? Salut, très bien et toi ? Bah ouais, écoute, en pleine forme. En ce moment, je m'arrache les cheveux sur un petit bug de un worker qui plante la nuit là parce qu'il y a un problème de mémoire. J'ai cru que je l'avais résolu, en Magique. fait non. Voilà, ça te tourne dans la tête ces trucs. Enfin bref. Cool. Alors, parlons de toi plutôt. Bienvenue déjà sur Tronche de Tech. Merci beaucoup. Merci d'accepter l'invitation, c'est trop cool. Je suis hyper je suis hyper excité là, comme un gamin là, tu vois, d'avoir cette discussion avec toi parce que on va parler de sécurité, de hacking, de plein de choses que je trouve très très fun. Clair. Voilà, on a discuté un peu avant, tu vois, je me suis retenu de poser toutes les questions que j'avais envie de poser pour les garder pour maintenant. Donc voilà, donc je suis trop content. Merci à nouveau. Et puis si t'es prêt, on peut commencer. Chaud, trop cool. Alors ma première épreuve, on va dire, c'est de te présenter en 3 phrases. 3 phrases. Yes. Je m'appelle Ronnie Carta, alias Lupin. Je suis bug hunter, donc je trouve des failles de sécurité et je vis de ça. Excellent. Je pense que ça fait à peu près 3 phrases. Bah, trop bien. Bah, du coup, on peut, avant que je commence sur mes questions, déjà, c'est intéressant tu vis de ça. Donc, bug hunter, tu peux te détailler un petit peu ce que ça veut dire, cherche des failles de sécurité. C'est quoi ton quotidien? Carrément. Du coup, je fais une pratique qui s'appelle le bug bounty, où des entreprises demandent à des hackers éthiques du monde entier de les pirater. De manière légale et encadrée sur des plateformes. Et pour chaque faille de sécurité qu'on va envoyer, on va envoyer un rapport en disant comment on est rentré dans l'entreprise. On va recevoir une prime qu'on appelle un bounty. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'aller sur des entreprises qu'on aime bien, les pirater au maximum, envoyer le maximum de rapports et gagner de l'argent comme ça. Et donc à côté, j'ai fondé avec mon frère une entreprise qui s'appelle Lupin Homes. On fait de la recherche et développement en sécurité offensive. Donc notre objectif, c'est d'aller plus loin que les failles de sécurité qu'on voit tout le temps, mais de faire de la recherche active des failles de demain. Et du coup, on utilise le bug bounty comme notre terrain de jeu de recherche où on trouve des failles de sécurité un peu différentes. Et à chaque fois que une entreprise nous paye, bah ça confirme qu'on va dans la bonne direction. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Et ton objectif là-dessus, sur cette recherche de nouveaux types de failles, c'est quoi en fait? C'est de publier finalement, de créer des outils automatisés de recherche de failles, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, le but c'est de faire de la recherche, de la publier, et pour chaque nouveau type de faille, on va donc créer des outils à destination de développeurs ou des équipes sécurité qui veulent faire de la recherche de failles proactive. Là, en ce moment, on travaille sur une plateforme SaaS qui va arriver dans les mois à venir, sans en dire plus. Ok, excellent. Donc sur un outil pour que les gens, enfin du self-service en gros de recherche. Exactement. Ok, trop bien. T'as parlé de programme de bug bounty. Moi, je connais un peu parce que j'ai été de l'autre côté, on va dire. J'étais du côté où tu gères le bug bounty programme d'une boîte. Est-ce que tu peux pareil m'en dire un peu plus sur comment ça marche, qui se met dans ces programmes, comment ils mettent en place? Carrément. Pour bien créer un programme de bug bounty, il faut passer à travers une plateforme. Donc il y en a plein des plateformes aujourd'hui. HackerOne est la plus connue, la plus grande. Pour une plateforme française, il y a YesWeHack. On a aussi Bugcrowd. Bref, on a vraiment cet écosystème des plateformes de bug bounty. Et l'objectif, en fait, c'est d'aller sur la plateforme, de créer une policy, donc dire tout ce qu'on a le droit de faire, de pas faire, et le périmètre de nos attaques. Donc dire bon bah ce site-là, on le met dans le périmètre, ce site-là il n'est pas dans le périmètre, et aussi dire les failles qu'on est intéressé. Il y a des failles de sécurité qui sont moins importantes pour une entreprise, du coup par défaut elles ne sont plus dans le périmètre, et d'autres failles qui sont plus importantes.
Et aujourd'hui, il y a des acteurs majeurs qui font du bug bounty. Je crois que l'un des premiers acteurs, c'était Google. Et eux, ils ont leur propre plateforme, Google Bug Bounty, où on peut envoyer des failles de sécurité et on peut carrément librement pirater Google et ils nous payent pour ça. On a tous les plus grands GAFAM, on a Microsoft, Amazon, Apple, tout le monde en fait aujourd'hui fait du bug bounty. Même les boîtes du Next 40 français s'y mettent. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un cadre où on peut pirater la majorité des entreprises majeures de manière libre et légale et se faire payer pour ça. Et je suis curieux de savoir, du coup, tu as parlé des plateformes de bug bounty. Donc, ce que je comprends, c'est que sur ces plateformes-là, en fait, tu vas leur déléguer une partie. Parce que moi, ce que j'ai vécu, c'était pas agréable. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis en place un bug bounty. Tu vois, nous, on avait eu dans mon ancienne boîte, on avait eu un hack. Et derrière, en fait, qui avait pas été très agréable non plus. Tu vois, un petit peu à la limite du chantage, tu vois, pas fou, quoi. Ouais. Et derrière, on avait mis en place un programme de bug bounty pour cadrer ça, tu vois, pour cadrer ça et avoir un cadre légal autour de ce qui pouvait nous arriver, ce qui était bien. Mais on l'avait mis en place nous-mêmes, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, on avait notre page avec nos conditions, donc on s'était inspiré de ce qui se faisait sur HackerOne par ailleurs. Mais derrière, donc, on avait une adresse mail avec un système de tickets, tu vois, donc à chaque fois qu'un hacker nous envoyait un mail, il y avait un ticket qui s'ouvrait, il fallait le traiter. Et moi, j'étais derrière le customer service, tu vois, qui me récupérait tous les mails des gens avec exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des failles qui avaient une criticité importante chez quelqu'un qui n'avait pas la même criticité chez nous. Et donc moi, je passais mon temps à, tu vois, expliquer en disant, bah ouais, en fait, cette faille, ça fait 3 fois qu'on me la remonte, mais en fait, c'est pas vraiment important pour nous, donc, bah, elle tombe dans la sévérité X où il n'y a pas de récompense. Et donc, en fait, et je rentrais dans des débats avec des gens, tu vois, qui étaient très pénibles. Donc, je suis curieux de savoir comment tu solutionnes ce truc-là pour voir s'il y a des gens. Parce que moi, aujourd'hui, je dis, attention, le bug bounty, mettez pas trop en place dans votre boîte, c'est pas simple à gérer. Et donc, moi, je suis resté à ce niveau-là de connaissance, donc je suis curieux de, tu m'en dises plus. C'est clair que gérer le bug bounty sans passer par une plateforme, ça va être compliqué puisqu'en fait la plateforme va beaucoup assister. Déjà, il y a cette fonctionnalité d'avoir des triagers. Donc ça veut dire des personnes qui font partie de la plateforme, qui vont lire les failles et les trier et dire bon bah ça c'est telle sévérité, ça c'est pas une faille qu'on veut et qui du coup vont vraiment dégarnir la majorité des failles qui vont être reçues. Derrière, ce qui est important quand on se lance dans le bug bounty, c'est déjà d'abord d'avoir fait des pen tests avant, donc des tests de pénétration de sécurité par des entreprises qui font ce genre d'audit. Donc là, juste pour expliquer, c'est tu demandes à des gens en leur disant voilà, c'est beaucoup plus cadré. C'est au lieu de l'ouvrir à tout le monde. Ça, là, c'est un contrat directement. Ouais. Voilà, un contrat avec les entreprises, venez nous pirater. Ils font un énorme rapport, on fixe les failles, puis après, à partir de là, on peut commencer à se mettre au bug bounty. Donc, parce que tu enlèves les failles aussi, c'est juste d'un point de vue économique. Comme tu payes au forfait plutôt qu'à la faille, tu vas enlever toutes les grosses failles qui potentiellement te coûteraient très cher si tu les mettais en public, peut-être. C'est un peu ça, quoi. Exactement. Et en fait, c'est aussi pour donner cette première phase de maturité en termes de sécurité, parce que si on va directement sur le bug bounty nu, je dirais, c'est très très compliqué derrière, du coup, de gérer tout le flux de failles rentrantes et aussi de gérer d'un point de vue budget. Donc en effet, faire un pen test avant, c'est mieux. Et derrière, ce qui se fait aussi, c'est pas tout de suite créer un programme de bug bounty, mais créer un challenge. Dire bah voilà, nous on a un budget de par exemple $30,000. Ah yes. Et pendant 2 semaines, un set de hackers réduits peuvent venir nous pirater et on paye jusqu'à $30,000. Et après ça, le budget est fermé, le programme est fermé. Et donc ça aussi, ça peut donner une première idée de ce qu'est le bug bounty et de comment gérer tout ça. Les plateformes te proposent ce genre de programme, c'est ça? Bien sûr. C'est ce genre de petit challenge. Et derrière, on peut créer un programme privé. Ça veut dire un programme privé, c'est qu'il y a que des hackers qui ont été sélectionnés au préalable, soit par la plateforme de manière automatisée, soit par l'entreprise qui veut sélectionner ses propres hackers. Ils sont invités et on réduit juste à cette population-là. Et dire, bah, vous pouvez nous pirater, mais on rajoute pas d'autres gens. Et en fait, c'est au fur et à mesure qu'on fait du bug bounty, on va rajouter des gens jusqu'à ouvrir son programme de manière totalement publique. Mais ça demande énormément de maturité, de ressources en interne aussi. Ok, hyper intéressant. Écoute, ça me donne plein d'idées, c'est trop bien. Parce que, effectivement, moi, je te dis, je suis resté au truc public qui a vraiment pas été un bon moment, tu vois, où je me rappelais de faire vraiment du service client, où je me prenais la tête avec des gens en essayant de...
il me disait mais si tu regardes, en fait il y a telle boîte, oui mais telle boîte en fait c'est pas du tout la même problématique que nous, donc en fait ce truc là de config c'est pas Ouais, ben je pense que le problème inverse, il existe aussi bien sûr. où des fois on a des entreprises qui nous disent bah non c'est pas une faille de sécurité et on fait Et en fait si là on a les données de X personnes c'est n'importe quoi. ouais, oui, ça tu le vois pas mal en vrai des moments où t'as Oui, l'impression que bien sûr, on a beaucoup de négociations, beaucoup de débats, parce qu'en fait, on est dans un système où c'est l'entreprise qui choisit de nous payer ou pas, alors qu'on a déjà donné le service. Donc c'est là où en fait on se dit bah il faut qu'on arrive à exprimer pourquoi on pense que c'est une faille de sécurité, mais derrière en fait il faut toujours le faire avec énormément de professionnalisme. C'est vrai qu'il y a des bug hunters qui sont beaucoup plus débutants, qui peuvent se frustrer, se mettre en colère et finalement ça crée une communication très mauvaise. Donc c'est pour ça en fait de créer un programme privé, c'est super important parce qu'on peut gérer la communication et on peut surtout gérer la population qui vient nous pirater. Ouais, parce que un truc que t'as pas dit peut-être, mais qui est sous-jacent, c'est que comme t'es hacker éthique, en fait, t'arrives, tu donnes tout. Tu donnes toutes les infos. Il y a pas Oui, de, tiens, je te donne la partie des infos, puis quand tu m'as payé, je te donne le reste, et comme ça, t'es dans une exactement. position de, voilà. Donc toi, tu Et- donnes tout, et t'es à la merci, en fait, du personne en face. Il y a pas Exactement. d'avocat, il y a pas de, On n'est pas dans une position de chantage, ouais. jamais. Et je pense que les gens ces acteurs qui font ça et qui se disent éthiques le sont absolument pas. D'ailleurs, on a un terme pour ça dans l'industrie, ça s'appelle le beg bounty. Ah ouais, On ok. supplie d'avoir des bounties alors que les failles de sécurité ne sont pas là ou que l'entreprise n'a pas demandé à faire des tests au préalable. Ok. Quand par exemple on trouve une faille de sécurité sur une entreprise qui n'a pas de programme de bug bounty et qui du coup n'a rien demandé. Des fois, ça arrive de tomber sur des failles par erreur. Et en fait, nous, ce qu'on prône, c'est les responsible disclosure. Ça veut dire que on envoie un premier mail en disant voilà, on a trouvé une faille de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous donner votre clé de chiffrement PGP? Ok. Il donne nos clés publiques. On chiffre un rapport. On l'envoie par mail et le rapport est totalement complet. On vous donne. Si vous voulez nous payer, payez-nous. Si vous voulez pas, c'est pas grave parce que vous avez rien demandé à la base. Ouais. Oui, ce qui est effectivement un peu différent, mais oui. Ok. Voilà. Donc ça s'appelle le responsible disclosure et un hacker qui fait du responsible disclosure normalement ne devrait jamais demander de l'argent derrière et en fait c'est à l'entreprise de voir s'ils veulent récompenser ou pas. Ok. Non, mais très clair. Ok, attends, j'avais une autre question qui m'était venue. Oui, tu disais, tu vis du bug bounty. Oui. Tu vois, moi, ce que j'ai observé quand je faisais le bug bounty, c'est que il y a quand même une distorsion. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, nous, on paye en euros, et donc forcément, les récompenses, par exemple, quand tu vis dans un pays type Inde, Bangladesh, en fait, on avait beaucoup de hackers qui venaient de là-bas, parce que là-bas, forcément, 100 euros, c'est pas la même somme, Oui, tu bien vois. sûr. Et du coup, la question que je me posais, c'est que moi, j'ai eu beaucoup finalement de hackers de ces pays-là. Est-ce qu'en France il y a vraiment beaucoup de monde qui vit de ce truc-là ou t'es une exception? Non, je suis pas une exception. Je pense qu'il vit totalement que je connais. Je pense qu'on est une trentaine. Quand même, c'est pas beaucoup. Euh, non, c'est pas beaucoup, mais c'est parce que aussi le bug bounty n'est pas démocratisé. Mais après, si on parle de pays plus développés où il faut beaucoup plus d'argent pour Ouais. vivre, comme les États-Unis ou en Europe, oui, il y a énormément de bug hunters. Je dirais il y en a vraiment 500 voire 1000 qui en vivent aujourd'hui à temps plein dans le monde entier Ok. et qui envoient des rapports qui sont phénoménales. Ok. On peut d'ailleurs les voir sur la plateforme HackerOne, il y a un leaderboard. Donc, Ouais. on peut voir qui sont les top hackers. Et quand on regarde les 500 premiers, bah, c'est juste tous des monstres. Ok. Et ils sont oufissimes, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser juste à une question que je voulais te poser, mais quand on s'est contacté, à un moment, tu m'as dit, je te réponds, je suis en compète de hacking. Je te réponds plus tard. C'est quoi une compète de hacking? Ouais, ça c'est super intéressant. C'est du coup les plateformes de bug bounty vont un peu plus loin que de juste avoir des programmes où ils invitent des hackers. Ils vont jusqu'à aller faire des compétitions. Chez HackerOne, ça s'appelle des live hacking events où ils choisissent quelque part dans le monde. Par exemple, nous on a été à Londres, Tokyo, Las Vegas, Miami, Orlando. Ah oui, trop bien. Et en fait, on est invité là-bas et on va pirater une entreprise. Pour chaque faille, du coup, au même principe, on est payé. Et celui qui a été payé le plus
au total gagnent la compétition en ayant le prix de MVH, Most Valuable Hacker. Ok. Et en fait, c'est un prix qui est trop cool à avoir. D'ailleurs, ils ont fait une sorte de ceinture de catch de hacker. C'est un vrai show, quoi. Ouais, c'est assez marrant. C'est surtout on voyage beaucoup et on est beaucoup entre hackers, donc c'est un moment où on partage et on collabore énormément parce qu'on a le droit de pirater en équipe. Donc c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Moi, je pirate beaucoup avec ceux que j'appelle la French Team. On est 4-5, des fois ça tourne dépendant de qui est invité à la compétition. Et c'est toujours un kiff de passer des nuits blanches à pirater une entreprise pendant 2 semaines d'affilée. Ouais. Dans les entreprises qu'on a le droit de dire qui ont participé à ces live hacking events, le dernier à Miami c'était Capital One. Okay. Donc très grande banque américaine. On a PayPal qui ont fait Tokyo, Epic Games qui ont fait Orlando. Ouais. Okay. Ouais, et donc et du coup, voilà. Juste le programme est concentré sur une entreprise ou? Ouais. Okay. Y a des compétitions, il y a plusieurs entreprises à la fois. Mais en général, une compétition, ça se fait que sur vraiment une boîte qui a demandé de participer. Et en général, ils nous ouvrent des périmètres qui n'ont jamais été explorés auparavant. Ouais. Ok, parce qu'ils ont confiance. C'est un peu plus intéressant. Je pense pas que c'est une question de confiance, mais c'est aussi parce qu'ils veulent avoir une vision avec de la créativité qui vient du monde entier et de top hackers qui disent ok, bah cet endpoint, nous on pense impossible à pirater. On va mettre les 20 meilleurs hackers dessus et on va voir. Et finalement, mais ce qui est flippant, tu vois, ce qui est flippant, c'est de se dire qu'en fait, sur des boîtes comme ça, qui sont grosses, qui ont un programme de bug bounty public, qui ont l'habitude, tu fais un event avec les 20 meilleurs hackers et en fait, ils vont trouver plein de trucs, tu vois. Ouais. C'est énorme. Je pense que le dernier live hacking event, genre Las Vegas, ça, il y a eu quoi? C'était plus de 2 millions de bounty payés en 2 semaines. Ah ouais? Ouais. Non, mais c'est officiel. Mais après, il y a surtout un truc qui est super marrant dans ces compétitions, c'est il y a le show and tell. Donc tous les hackers qui sont là, ils ont bien sûr signé des NDA. Donc on n'a pas le droit de parler des failles qu'on a trouvées ou de ce qui se passe. Mais vu qu'on a tous signé NDA, bah on se met tous dans une conférence, dans un salon, une conférence et à huis clos. Et on va présenter les meilleures failles de la compétition. Ah, génial. Okay. Et donc, mais en étant totalement transparent, et donc sur l'écran géant, il y a les meilleurs hackers qui arrivent et qui disent bon, peut-être que vous avez trouvé des failles, mais moi voilà comment j'ai trouvé ma faille. Okay. Et ils t'expliquent de A à Z toute la méthodologie, et c'est en général très drôle et très 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 impressionnant. Ouais. Et puis gros partage de connaissances en fait. Tu progresses à mort sur ces trucs-là. Ouais. Bah, le hacking, en fait, la base du hacking même, ça vient du MIT. C'est un club de trains miniatures dans les années 50 qui s'appelait le. Et voilà, j'ai perdu le nom. Le Train Model Railroad Club, si je me rappelle bien. Oui. Et en fait, c'est un club du coup de passionnés de trains miniatures. Et en fait, c'est eux qui ont inventé le premier terme de hack. Okay. Pour eux, c'était une manière parfois inefficiente et inélégante d'arriver à un résultat en détournant le composant, le système. Et en fait, c'est parce que eux, comme exemple, ils prenaient des cartes mères de d'autres objets qui n'ont rien à voir avec des modèles miniatures et ils les implémentaient dans leur maquette en les détournant leur système. Et donc, c'est ça qu'ils ont inventé le terme hack. Et donc, derrière, une fois qu'ils ont inventé ce terme, quand l'ARPANET est sorti, donc l'ancêtre de l'Internet, et vu qu'ils étaient au MIT, ils avaient accès. Donc la population qui avait accès, c'était l'armée américaine, les labos scientifiques et les universités qui font de la recherche. Et les gars qui font leur train, quoi. C'est ça. Bah, du coup, eux, vu qu'ils avaient ce club de bidouilleurs au MIT, on leur a donné accès à ARPANET et c'est les premiers à avoir créé les premières vannes, les premiers mèmes sur ARPANET, et ils ont aussi créé ce qu'on appelle le jargon file, qui est un sort de dictionnaire de leurs mots qu'ils avaient inventés et qui s'est répandu sur ARPANET. Et dedans, il y avait les mots hyper connus fou et bar. Qu'on utilise. Ah ouais? Ouais, ça vient de là. Et donc il y a eu cette définition du mot hack que je t'ai donné, mais derrière aussi ils ont créé le hack value et le hack éthique.
Ok. Donc Déjà, dès le ouais. Hyper déjà. tôt. Ok. Donc dès le début, le hacking, c'était quelque chose qui était lié à l'éthique. C'est limite un terme à l'origine qui était un pléonasme de dire que le hacking, c'était éthique. Mais derrière, avec le temps, avec les médias, ça s'est transformé. Et dans cette éthique et cette valeur du hacker, il disait le partage de connaissances, c'est ce qui est le plus important. Les hackers sont, dans leur définition, sont une élite de personnes, donc un groupe très réservé, mais qui en même temps veulent apporter la connaissance et apporter Ouais. des nouveaux venus. Donc, d'un côté, un hacker se dit que c'est une élite, mais d'un côté, c'est ouvert à tout le monde. Mhm. Et en fait, dans cette logique du hacking, elle est restée au sein des communautés. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait des compétitions, bah oui, on collabore de ouf, on se Ouais. partage nos failles à la fin, parce qu'on veut Je juste sais que- discuter d'un truc qu'on est passionné, quoi. Et juste, tu parles de hacker éthique beaucoup. Est-ce que c'est un terme qui est venu remplacer white hat? Puisqu'à l'époque, enfin, moi, je me souviens, on parlait beaucoup de black hat et de white hat. Ouais, je pense que hacker éthique revient parce que il y a, comme je dis, il y a cette communauté de hackers Ouais. qui devient de plus en plus grande et qui se rappelle de cette origine que hacker ça a toujours été éthique, et donc c'est un peu pour redorer Ouais. ce nom en fait. Je pense que c'est vraiment dans les années 80-90 où le terme hack était associé à quelque chose de malveillant qui a été détourné par les médias, mais à la base c'est pas du tout ça. Et Mhm. donc en fait, ce qui est marrant, c'est que même dans la définition, t'as pas le droit de dire toi-même que t'es un hacker. Ok. Moi, je me présente comme un bug hunter. Parce qu'en fait, c'est un titre que tu dois recevoir de d'autres gens. C'est d'autres gens qui peuvent dire que t'es un hacker, mais en général, tu peux pas t'auto-proclamer hacker. Et donc, tu vois, dans la communauté, c'est quelque chose de très fort, en fait. Ok. Et donc, peut-être mettre hacker éthique, c'est juste une manière de remettre en avant Ouais. Ouais, ce truc. et Mais c'est un redébattre pléonasme, en là-dessus, quoi. fait. C'est un pléonasme, en fait, hacker Pour moi, éthique. c'est un pléonasme. Pour Ouais, moi, ouais. c'est un pléonasme, parce qu'à l'origine, c'est C'est pas. carrément différent, ouais. Bon, Ronnie, trop cool. On n'a pas fait ma première question tellement on avait de trucs à discuter avant ma Désolé. première question. Non, mais trop bien. C'était trop intéressant déjà. Du coup, ma première question un peu rituelle, c'est toi, finalement, comment tu arrives dans ce monde-là de la tech, du code, du hack? C'est quoi tes débuts? Alors, j'ai toujours grandi avec des ordinateurs, jeux vidéo. Mon père m'a mis sur un ordinateur quand j'avais 1 an et demi, 1 an, Ok. quelque chose comme ça. Non, c'est marrant de voir des vidéos comme ça. En fait, pour lui, dans les années 2000, il s'est dit, dans 20 ans, tout le monde va utiliser des ordinateurs et il faut qu'il apprenne tôt. Et donc j'ai vraiment grandi dans cet environnement. J'ai eu cette chance d'avoir cette famille très tech. Et du coup, vu que j'ai grandi avec des jeux vidéo, j'ai voulu coder à mes 10 ans mon propre jeu vidéo. Ah ouais. Donc j'ai commencé à apprendre un peu la programmation. Est-ce qu'on peut appeler le Visual Basic Script de la programmation? Je pense pas. Mais derrière, j'ai appris le C++. J'ai essayé de coder des jeux vidéo. J'ai jamais fini un jeu vidéo, je pense. Mais t'avais essayé de faire quoi, du coup, comme jeu? Je sais pas, déjà, t'avais les prémices des tutoriels sur YouTube, donc il y avait beaucoup de ça. C'était beaucoup des jeux textuels, roleplay. Oui, d'accord, les jeux textuels, ouais, ok. Puis après, une fois que j'ai appris le monde des librairies 2D, Ouais. on a commencé à faire des clones de Mario, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Mais du coup, ouais, j'ai commencé à développer cette passion pour la programmation au-delà juste de programmer des jeux vidéo. C'était vraiment la programmation tout court. Et quand j'avais 13 ans, j'ai lu le livre d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Et en fait, je pense que j'ai jamais vraiment fini le livre parce qu'il y a un passage, pour ceux qui connaissent, où il est en prison et il a réussi à cambrioler un baron alors qu'il est en prison. Ok. Et du coup, t'as le détective qui vient et fait mais comment t'as fait? Parce que on vérifie toutes tes communications, toutes tes entrées-sorties. C'est impossible que tu aies communiqué avec l'extérieur. Et Arsène Lupin, en fait, il répond oui, c'est vrai qu'on vérifie mes communications. On fouille toute la cellule, sauf un endroit. L'endroit qui est tellement évident qu'ils se disent qu'Arsène Lupin ne peut pas cacher des communications là-dedans. Et c'est la table de chevet. Et en fait, là, j'ai fermé le bouquin et j'ai fait OK. Comment je peux devenir comme lui, mais avec ma passion de l'informatique.
Ok. Et du coup, à ce moment-là, je pensais que j'avais inventé le hacking. Et non, après, c'est après que j'ai découvert toute la culture qui date des années 50, toute l'histoire. C'est à partir de là où tu te plonges dans ce monde-là en disant je vais Ouais. détourner des systèmes informatiques. Ouais, c'est ça. Je me dis en fait, c'est cool de concevoir, mais c'est cool aussi de Ouais. voir où sont les failles et de casser. J'ai très vite tombé dans les plateformes de CTF, capture de flag, Ouais. où en fait on te donne à disposition des environnements qui sont vulnérables et on te dit on a caché un drapeau dans une machine, dans un serveur, dans un site web et ton objectif c'est de le trouver. Et si tu le trouves, tu gagnes des points et voilà. Mais du coup, je me suis toujours gamifié. posé la question. C'est parce que tu sais, moi, j'ai des images de capture the flag des jeux où en fait, tu captures the flag, mais fallait le garder un certain temps. Là, c'est vraiment faut l'attraper. T'es pas obligé. Il y a pas Oui, d'histoire voilà. de on va te rattraper derrière. Quoi. Non, il faut juste le trouver. Après, il y a des plateformes, je crois que c'est Try Hack Me qui ont fait un sort de battle royale avec du hacking où en fait, il faut que faut pas juste que tu rentres dans le serveur, il faut aussi que tu empêches les autres de rentrer. Ah, sympa. Okay. Et qu'il faut que tu gardes l'accès route le plus longtemps possible. Ah, génial. Et donc ça donne des scénarios où tu forbombes les autres gens qui essayent de Bref, tu leur mets des pièges en fait, c'est ça. Ouais, tu mets des pièges. Tu fermes la porte derrière toi aussi, j'imagine. Ouais, et ça c'est cool, tu répares la faille. J'ai déjà eu des gens qui ont réimplémenté d'autres failles de sécurité juste pour te donner un endroit où creuser. Ah ouais, en fait, ce qu'on appelle les honeypots là, voilà, c'est ça. C'est ça. Et bref, c'est toujours fun de génial, jouer à ce genre de jeu. T'as des trucs où il faut cacher tes traces aussi? Moins. Okay. C'est moins éthique en fait. Moins t'en as moins besoin. Ouais, non, c'est toujours pertinent, je pense, de savoir comment le faire parce qu'il y a un champ de la cybersécurité qui est le forensics. Donc, t'as envie de savoir comment retracer des attaquants et peut-être que tu veux te mettre à la place des attaquants et les retracer. C'est aussi tout le champ du red team où là, c'est pas des tests de pénétration où tu t'arrêtes une fois que t'as la faille, c'est tu vas jusqu'au bout. Et t'es mandaté vraiment pour faire une compromission totale comme si t'étais un attaquant malveillant. Ce qui est différent de quand tu fais du pen test où on te dit juste tu dois trouver les failles. En red team, par exemple, en général, on te dit l'ingénierie sociale, c'est-à-dire le fait de manipuler des gens, c'est autorisé. Dans les bug bounty aujourd'hui, normalement, la plupart du temps, c'est pas autorisé, ça, c'est ça? Ouais, le bug bounty, non, c'est carrément autre chose. Le red team, là, t'es vraiment mandaté par l'entreprise. Des fois, on peut te demander même faire des tests de pénétration physique. Donc, ça veut dire que tu vas tu vas sur les serveurs, sur place, voir les serveurs, te connecter. Plus que sur place, je sais pas si tu peux te déguiser en plombier. Venir et dire tu vas réparer la fuite, tu traînes avec une clé USB, une repère de key et tu en parsèmes de. T'as déjà fait ce genre de truc ou pas? Moi, j'ai déjà fait des opérations de red team, à distance. Et c'est très très fun. Et juste, alors explique-moi parce que du coup, moi, j'ai souvent vu ce terme, tu vois, red team versus blue team. Ouais. Et du coup, je veux bien comprendre la différence. Ouais, c'est des termes qui sont très propres à la cybersécurité, mais qui à la base vient de l'armée américaine, où en fait ils faisaient des exercices d'attaque et défense pour se préparer au combat réel. Et donc les red teamers, c'était les attaquants. Donc c'est ceux qui devaient attaquer un lieu, et les blue teamers, c'était ceux qui devaient le défendre. Et donc, la cybersécurité, on a repris ces termes où la blue team, c'est tous ceux qui font de la cybersécurité défensive. Donc, leur objectif, c'est de réparer ou d'éviter des failles de sécurité. Et détecter aussi les intrusions et ce genre de trucs. Oui, carrément. En fait, c'est tout le flanc de la forensic, du SOC, de tout ce qui peut toucher au défensif. Et la red team, c'est tout ce qui est attaquant. Donc on va être le bug bounty, le pen test et donc ce qu'on appelle les opérations de red team, donc où t'as beaucoup plus le droit de faire des tests de pénétration physique, d'ingénierie sociale, bref, les trucs à James Bond qui sont bien fun, quoi. Ça doit être marrant, non, mais ça doit être marrant. T'as des hackers spécialisés là-dedans, parce que tu vois, moi, comment dire, l'icône de ça qui est décédé il y a pas longtemps, c'est Kevin Mitnick. Moi, j'ai son bouquin, tu sais, je l'ai lu quand j'étais tout gamin et tout, et incroyable quand tu lis les trucs, c'est lui, c'est un red teamer très très connu, et bien sûr, il y en a, ils se spécialisent que là-dedans, en fait. Ils viennent sur place et c'est fou. Je crois que il y a un red teamer connu qui s'appelle Freaky Clown que j'adore. Ah oui.
Et lui, il racontait dans un podcast qui s'appelle Darknet Diaries qu'il a été mandaté par une banque pour voler un lingot d'or. Et donc, il était autorisé à faire ça. Ouais. Il disait, la façade, elle avait été carrément remasterisée en termes de sécurité. Il y avait des caméras de partout, des gardes, des détecteurs de métaux, impossible de rentrer. Et surtout, c'était un lieu de la banque qui était absolument pas ouvert au public. C'était que pour les internes. Donc concrètement, dans la théorie, impossible de rentrer, tu vois. Ouais. Et en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde l'entrée et il va dans la petite ruelle à côté et il voit un échafaudage. Du coup, il va à l'échafaudage et il voit la porte de sortie de la porte coupe-feu. Et donc, juste il tire la porte, elle était ouverte. Et donc, il rentre dans les couloirs. Et tu sais, il est dans les couloirs et tout, et il se balade. Et personne ne lui pose aucune question, parce qu'une fois que t'es dedans, on assume que t'es autorisé. En fait, il y a tellement de sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur, les gens se relâchent. Ouais. Et donc, il arrive au coffre-fort, et il a dit la porte du coffre-fort totalement ouverte. Et en fait, si je me rappelle bien, il expliquait que la porte du coffre-fort est tellement pénible à ouvrir et fermer tout le temps que les employés en fait juste la laissaient tout le temps ouverte parce qu'il y avait beaucoup de trafic. Et donc lui, il rentre dans le coffre-fort, il prend un lingot d'or, il te dit c'est très lourd un lingot d'or, on s'en rend pas compte, il le met dans son sac et il se dit voilà, là t'as deux solutions. Soit tu repars par la porte dont t'es arrivé et personne ni vu ni connu, soit tu te fais un petit kiff, et tu repars par la porte d'entrée. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il repart par la porte d'entrée et les gardes, les agents de sécurité, bonne journée, au revoir. Et il se retrouve dans la rue avec un lingot d'or. Et il t'explique qu'il doit aller dans le pub d'en face et attendre. Je crois que le contrat, c'était que s'il arrivait, il devait appeler la police et attendre sur un lieu juste en face de la banque. Et voilà. Ouais, voilà. Et ça, c'est le minimum de ce qui se passe dans le Red Team et de ce qui est dit publiquement. Il y a beaucoup sur le podcast Darknet Diaries des histoires de ouf. Il y a un gars, je crois, qu'il a volé 12 camions en une nuit parce qu'on lui avait demandé de voir s'il pouvait rentrer dans un truc de camion et du coup, il en a pris 12. Et bref, c'est des assessments super, super intéressants. Je vais me l'écouter, ce truc. Mais du coup, tu as dit un truc aussi que je trouve super intéressant, c'est tu dis, tu sais, il laissait la porte du coffre ouverte parce que c'était trop pénible, en fait. Et ça, c'est un truc ultra important en sécurité que je trouve des fois les gens négligent. C'est, en fait, les gens, moi, j'ai vu ça aussi, tu sais, des trucs où on te fait changer de mot de passe tous les mois. Et en fait, il y a de la complexité dans le mot de passe, tu vois, hyper pénible. C'est des mots de passe de console et tout. Et en fait, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils écrivent leur mot de passe sur un post-it qui est collé sur leur ordi parce qu'ils en peuvent plus. Et du coup, c'est hyper important de prendre en compte l'humain dans la sécurité, parce que c'est la faille numéro 1. Bien sûr, en fait, c'est quand on donne des mitigations possibles de failles de sécurité, on essaie de toujours aller à l'essentiel et au plus simple pour que ce soit le moins pénible possible pour les gens, parce qu'on sait que si quelqu'un aura la flemme, ça crée une faille de sécurité. Ouais, surtout puis là dans l'exemple que tu décris, en plus ils avaient confiance sur ce qui se passait à l'extérieur en fait. Donc tu vois, s'ils sont un peu là en mode c'est trop pénible, mais en fait c'est tellement sécurisé à l'extérieur que de toute façon personne rentrera jamais. Et ouais, mais des histoires comme ça de Red Team, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile que ce qu'on pense et que beaucoup de Red Teamers vont dire finalement il faut juste avoir l'air sûr de soi. Ouais. Et c'est genre peut-être 70% du job, quoi. Ouais, non, mais clairement. Ok. Trop cool. Je voulais passer une question, Ronnie, sur, t'as bossé chez Mano Mano en tant que security engineer, donc du coup, comment ça, tu vois, t'es salarié de la boîte, j'imagine, à ce moment-là. C'est quoi, en fait, ce job-là, dans une boîte comme Mano Mano, mais j'imagine comme plein d'autres boîtes. Alors, mon objectif, c'était de faire un peu comme ce que je fais pour le Bug Bounty, mais en interne. Donc, regarder à tout le périmètre de Mano Mano et de trouver activement des failles de sécurité dedans. Là où on dévie un peu plus du Bug Bounty, c'est tout l'accompagnement pour résoudre les failles de sécurité. Donc, c'est aussi ce côté enseigner aux développeurs, voilà, qu'est-ce que cette faille de sécurité est, pourquoi on va la fixer, quel est son impact. Et c'était un boulot de dingue d'avoir toutes ces interactions, parce qu'en fait quand tu te retrouves de l'autre côté, tu peux comprendre comment les failles arrivent et à quel point en fait
il y a un process pour les réparer. Et tu peux comprendre en fait comment tu peux réintroduire d'autres failles en les réparant aussi. Et donc une fois que tu as cette expérience de comment ça fonctionne en interne, bah en général l'interne d'une boîte c'est le même interne que toutes les autres boîtes et donc ça va t'aider après à faire du bug bounty encore mieux. Dans l'émission, pareil, il y avait du red teaming. Donc là, pour le coup, on devait faire des tests d'intrusion sur les employés de Mano Mano. D'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit un article sur comment, en un clic, on a pris le contrôle des serveurs de Mano Mano. Parce que j'avais trouvé une faille de sécurité sur un serveur assez obscur qui était derrière le VPN. Donc en général, personne ne pouvait l'exploiter depuis l'externe. Et en fait, j'ai transformé cette faille en une faille qui se trigger en un clic. Ça veut dire que si tu cliquais sur mon lien et que tu étais connecté au VPN, ça allait lancer une requête sur le site qui, lui, allait ouvrir un Chromium en headless. Ok, donc c'est un navigateur que tu vois pas, quoi. Un navigateur embarqué dans le back-end et qui allait en fait visiter mon site. Pourquoi ? Parce que c'est une page qui s'appelle Web Page Test qui fait des analytics sur le JavaScript, s'il est bien loadé. Ah, c'était un truc. En plus, c'était pas un truc public, c'est un truc toi de test de ta perf en fait. C'est ça. Et donc c'est carrément enseveli sur l'interne. Et donc vu que le Chromium avait une faille de sécurité où on pouvait exécuter des commandes depuis le JavaScript sur la mémoire en fait directement. Et donc on pouvait exécuter des commandes shell depuis le Chromium. Ok, donc tu prenais le contrôle du serveur en fait. Voilà. Et donc tous les employés qui derrière le VPN cliquaient sur mon lien, du coup on avait ce qu'on appelle une RCE, Remote Code Execution, où on pouvait exécuter des commandes sur le serveur. T'avais les droits admin après, en gros, concrètement. Ouais, voilà. Là, on était dans l'interne, donc à partir de là, on peut imaginer des scénarios pour escalader, pour trouver de la donnée, bref. Mais en gros, juste que je résume un peu pour vulgariser, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les gens sont derrière le VPN, ils sont derrière les protections, en fait, ils sont derrière des choses où normalement t'as pas accès. Sauf qu'en fait, eux, ils ont un niveau finalement de credentials, en fait, d'autorisation plus élevé que toi. Et en fait, du coup, tu les détournes pour que finalement, par une faille, ils te donnent un petit peu les autorisations que eux, ils ont. En fait, la logique est que ce host n'existe pas sur Internet, il existe que dans cet intranet derrière le VPN. Okay. Et donc, vu que deux pages Internet peuvent discuter ensemble avec certaines conditions, quand il y a une course policy, par exemple, cross-origin resource, plus exactement de l'acronyme. Cross Origin Request, je sais plus non plus. Non, je sais plus le S en fait. Ouais, moi non plus. Mais bref, si cette policy elle est active et là elle était, un site peut communiquer avec un autre et donc vu que tu ouvres ma page avec le VPN, tu me donnes accès à communiquer à un host qui est dans l'intranet. Et donc à partir de là, si j'avais déjà trouvé au préalable une faille de sécurité dessus, je peux l'exploiter. Et en fait, quand on est chez Mano, t'as deux choix. Le premier choix, c'est ok, c'est bon, on a trouvé la faille de sécurité. En théorie, elle fonctionne, on peut la réparer. Et ça, c'est là où le pen test se serait arrêté. Mais c'est là où le red team commence. Donc, on avait créé une campagne de Red Team où c'était on avait dit qu'il y avait un sorte une affiliation en interne pour coopter des personnes parce qu'à l'époque Mano Mano recrutait énormément et donc il y avait un lien de cooptation où si tu cliquais sur le lien, bref, on avait créé un scénario et en fait finalement on s'est donné contrôle au serveur derrière. Et donc on a juste les gens c'est tes collègues, ils te détestent pas de les fumer comme ça En fait, ça c'est une appréhension qu'on a. On n'est pas là pour pointer du doigt les gens qui font des choses mauvaises. Et en fait, au lieu de dire t'as fait n'importe quoi parce que tu connais pas assez bien, nous en fait notre objectif c'est plutôt de dire il existe toujours une faille et on va te montrer comment on va exploiter la faille. Et après, on va éduquer entre guillemets sur comment on aurait pu éviter ce genre de choses. Et derrière, en fait, plus tu fais du red team et du bug bounty, plus tu dis, mais en fait, il y aura toujours une faille.
Ouais. Et donc, l'éducation se fait aussi sur peut-être l'hygiène du zéro trust en interne, en disant tu pars du principe que tu es déjà compromis. Et ça, c'est quelque chose que Google ils font. Ils partent du principe que tous les postes des employés sont compromis. Okay. Et quand ils commencent un red team, ils commencent un red team depuis un poste d'un employé déjà. Ils s'en fichent d'envoyer un truc de phishing ou tout ça parce qu'ils savent que ça va marcher. En fait, c'est impossible de se protéger complètement de l'humain, quoi. Voilà, c'est impossible. Donc, tu pars du principe que l'humain est déjà compromis. Tu peux faire des campagnes pour expliquer tout ça, mais tu pars du principe que tu vas toujours réussir. Et à partir de là, tu penses à ta sécurité. Et donc, tu vas créer des sandbox, tu vas créer du zero trust, tu vas créer énormément de choses en fait qui vont faire que la vie d'un attaquant soit plus compliquée. Mais vu que la faille humaine existe toujours, bah le red team est plutôt là pour dire ok, une fois que t'es compromis, jusqu'à où on peut aller. Et c'est pour ça en fait on pointe jamais du doigt les gens. Il y a même des experts en sécurité qui disent oui ils ont déjà été victimes de phishing. Bah oui, c'est parce que il y a des trucs tellement sophistiqués, tu vois. Ouais. Et c'est en fait il y a vraiment deux types de personnes dans la sécurité. Il y a ceux qui disent ouais mais les failles en un clic ça existe pas. Et après il y a ceux qui savent que les failles en un clic ça existe. Parce qu'il y a des champs de failles qui s'appellent le XSS, cross-site scripting, où en fait un attaquant peut contrôler du JavaScript sur une page qui ne lui appartient pas. Par exemple, tu trouves une injection de JavaScript dans Facebook, c'est-à-dire que tu peux exécuter du JavaScript dans le contexte de Facebook et après filtrer des données, des choses comme ça. Mais c'est là tu parles des trucs dans un champ de formulaire par exemple ou ce genre de truc quoi. T'as un champ de formulaire. Voilà, ça peut être un paramètre get, un paramètre post, ça peut être sur le nom de quelqu'un, il a injecté une XSS. En fait, le but c'est de casser le contexte de l'HTML et du JavaScript et du coup d'injecter son propre contexte derrière. Et ça, c'est une faille. Si tu cliques sur le lien, tu exécutes le JavaScript et t'es exploité. Et derrière, il y a après toutes les 0D et 1D de Chrome. Donc, c'est ce qu'on appelle des 0D, c'est quand un vendeur n'est pas au courant qu'il a une faille de sécurité et qu'elle est activement exploitée dans la nature. D'accord. Donc, juste pour un exemple, t'as Chrome qui a une version 15. Sur la version 15, il y a une faille et en fait, des hackers savent, mais pas Google, quoi. C'est ça, exactement. Okay. Et donc, on a des 0D et les 1D, c'est quand le vendeur sait, mais qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent la version. Il n'a pas réussi à upgrader tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, ces dernières années, on a vu énormément de remote code execution sur Chrome où juste en ouvrant une page HTML basique, on peut prendre contrôle de ton PC, quoi. De la machine. Mais après, ces failles-là, elles existent. Mais pour que quelqu'un de lambda soit victime de ça, c'est hautement improbable. Parce que quand tu as une 0D, je pense qu'il y a des sites un peu shady, par exemple Zerodium, qui achètent ces failles de sécurité-là pour après supposément les revendre à des gouvernements. D'accord, ok. Ils les achètent à des hackers non éthiques, en fait, c'est ça? Pour trouver le truc. Je sais pas s'ils sont éthiques ou pas, mais bref. Non, je disais non éthique. En fait, justement, des gens qui ont trouvé le truc et qui le disclosent pas et qui ils se font de l'argent avec. Non, je pense que c'est la zone grise, quoi. Genre là, pour le coup, je sais pas trop comment ça se passe. C'est un peu une boîte noire, Zerodium, mais par exemple, ils vont payer jusqu'à des millions pour avoir ce genre de faille de sécurité. Et donc, quand t'as une faille qui vaut aussi cher sur le marché gris, elle vaut encore plus cher sur le marché noir. Les gouvernements adoraient les exploiter. Ils vont pas pirater Jean-Michel tout le monde, quoi. Ouais, bien sûr. Mais par contre, quand t'es une entreprise avec de la donnée ultra critique, ces attaques sophistiquées peuvent arriver. Et donc, tu rentres dans un mindset différent quand tu essaies de protéger la population lambda, bien sûr, que des entreprises. Genre. Ok, passionnant encore. Je vais passer sur des questions. Maintenant, on va rentrer dans des hacks. Là, tu as déjà parlé de celui de chez Mano Mano, mais est-ce que tu as un hack un peu le plus fou là que tu peux me raconter ou de la faille, je sais pas. Je sais pas si c'est le plus fou, mais j'ai pensé à ça et en fait, il y a un hack qui était pas mal marrant. C'est un bon rush d'adrénaline. Okay. C'était un soir, j'étais avec un pote et il m'a dit voilà.
c'est là le bug bounty en ce moment. J'en ai un peu marre. Est-ce que tu veux pas qu'on collab ensemble? On se fait une soirée un peu marrante et si on trouve rien, on trouve rien. Et en fait, en 1 heure, on s'est retrouvé full admin du serveur, ce qui était un peu improbable. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voilà ce gros site qui avait du coup une marketplace principale et derrière il y avait un back office qui était un peu caché mais quand même exposé sur internet. Et nous on s'est dit bon bah c'est intéressant parce que si on a accès au back office, bah on a carrément accès à la marketplace. Et du coup comment on peut avoir accès à ce back office? Et sous un sous-domaine mais ultra bizarre, il y avait une redirection pour se connecter au back office et ça passait par Amazon Cognito. Qui est donc en sorte de SSO créé par Amazon. Et ce qu'il faut savoir avec Cognito, c'est que c'est très puissant, mais en même temps, il faut bien le configurer. Ok. Et Juste donc, SSO, c'est un système de login, en fait. C'est comme ça. Google Sign-in, ce genre de truc. Exactement. Et il faut bien le configurer. Et en fait, quand on a vu le Cognito, on a tout de suite pensé à un hacker qu'on adore, un pote à nous qui s'appelle Yassine Aboukir, qui a fait une présentation, un talk qui est en ligne sur comment pirater Amazon Cognito. Et il t'explique que Amazon Cognito, t'as le login, mais des fois t'as aussi le register qui est activé. Et donc nous on a vu que la fonctionnalité register elle était activée, donc c'est-à-dire qu'on peut déjà créer un compte dans le back office. Mais par contre, il te disait le mail, il fallait que ça matche le domaine de l'organisation. Ok. Et donc, on se dit, bon, peut-être qu'on peut passer par une autre faille Cognito, peut-être qu'ils ont mal configuré un autre truc et tout ça, et à un moment... Juste que j'explique pareil pour vulgariser pour ceux. Mais en gros, toi, t'avais besoin d'un mail. Si l'entreprise, son website, son domaine, c'était toto.com, toi, t'avais besoin d'un mail @toto.com. T'avais besoin de Rony@toto.com pour t'enregistrer sur le truc. Exactement. Ouais. Et sinon, ça passait pas. Et donc, on s'est dit, là, nous, on peut pas contrôler des mails qui nous appartiennent pas, donc on peut pas register. Et derrière, moi, je me suis dit, et s'ils ont fait l'erreur basique de la regex Et c'est quoi l'erreur basique de la regex? C'est d'oublier de mettre $1 à la fin. Donc, ça veut dire que tu matches le domaine, mais après, si tu mets pas le dollar en disant c'est la fin de ta ligne, en fait, ça va matcher aussi tout ce qu'il y a après. Ok. Et donc, j'ai créé toto.com, mon domaine que je contrôle. Excellent. Ok. Et donc derrière, ça envoie une requête SMTP sur notre serveur. Et donc nous on lit la requête et on a notre code d'activation. Donc c'est ok, on a la MFA qui est validée. Et là, on est dans le back office. Ok. Et le back office, c'était n'importe quoi. C'était trop bien. Il y avait les clés d'API PayPal, il y avait les mots de passe admin. En fait, ils avaient créé un sorte de secret manager dans le back office, mais tous les secrets, ils étaient en clair. C'était un bordel. Et en fait, on a fait ça en 30 minutes, 1 heure, ouais. Ah ouais. Parce que en fait, on a. T'as l'habitude, quoi, en vrai. Je pense pas que c'était l'habitude, mais c'était. En fait, on a regardé au bon endroit et on a eu la bonne logique au bon moment. Ouais, la bonne idée, et puis ça clique. Il y a des fois ça marche pas, mais il y a quelques fois où ça marche. Et en fait, c'est une faille. Voilà, si tu connais un peu le développement, tu sais comment ils peuvent faire un peu leurs règles de matching. Et donc tu te dis peut-être qu'ils ont fait l'erreur de base, quoi. Mais du coup, t'es hyper à jour sur toutes les technos, tous les services, qui sortent tous ces trucs. Ouais, forcément, tu regardes. Il y a beaucoup de hackers qui aiment regarder les anciennes technos, parce que en fait, on se rend pas compte, hein, mais du vieux PHP dégueulasse, du vbuilt-in de SP.NET, il y en a partout, hein. Des serveurs d'EIS, tu en vois, mais la blinde. Et donc il y en a beaucoup qui se basent sur les anciennes technos et leur objectif c'est de trouver le plus de domaines possible et de couvrir toute la surface d'attaque de l'entreprise et de regarder ces anciennes technos. Et après tu as d'autres types de hackers qui vont regarder les toutes dernières technos qui n'ont pas encore eu assez d'assessment en sécurité et qui vont trouver le dernier truc qui peut faire tomber une boîte. Et moi, honnêtement, je préfère les nouvelles techno parce que en fait, on regarde
dans la communauté open source, t'as ce truc de marketing qui est là de plus en plus. On va te marketer les derniers projets les plus performants, les plus moins shiny quoi. Les plus shiny. Genre par exemple, tu regardes le compte Twitter de Bun, qui est donc censé être une alternative à NPM. Donc c'est un package manager. Tu regardes Bun, ils sont hyper présents sur les réseaux sociaux. Tu vois que il y a ce côté très marketing aujourd'hui, et donc quand il y a une adoption aussi massive en aussi peu de temps, ça veut dire que il y a moyen d'impacter énormément de monde. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait avec GraphQL. C'est pirater GraphQL, c'est trop bien. Il y a un truc qu'on dit entre bug hunters, c'est que GraphQL c'est le nouveau PHP. D'accord, des PHP, j'aime bien ce que tu dis, parce que tu vois, moi j'ai eu beaucoup de débats là, les gens veulent faire du GraphQL alors qu'on sait pas faire des API REST, tu vois, et c'est vrai que moi je suis là, attends, faisons déjà bien des API REST et tout, et du coup ça me fait un peu marrer ce que tu dis sur GraphQL. T'as des hacks de GraphQL là du coup? Ouais, en fait pour moi je rentre même pas dans le débat qu'est-ce qui est mieux entre REST et GraphQL, parce que ça c'est un débat de développeurs. Moi si tu me demandes le débat en termes de sécurité pure, le REST, si tu le fais mal, tu peux avoir des failles de sécurité autant que GraphQL, mais le GraphQL est dans ses configurations par défaut est déjà beaucoup plus prone à des failles de sécurité. GraphQL, dans tous les GraphQL, il y a un déni de service qui est par défaut. Que tu peux faire tomber n'importe quel GraphQL par défaut. Pourquoi? C'est dans la logique de GraphQL, c'est tu crées des schémas récursifs de données. D'accord. Donc t'as le mot clé qui est récursif, et donc des fois t'as des définitions dans ton schéma qui sont circulaires. Par exemple, tu dis t'as un objet user, et ton objet user il a un objet adresse, et ton objet adresse il a un objet user. Et donc t'as juste à faire une requête qui va faire ça à l'infini, et tu fais crash ton GraphQL. Et en fait, ce qui est marrant dans ce schéma-là, c'est que en GraphQL, il y a un truc qui s'appelle l'introspection. Ça veut dire que tu peux envoyer une requête pour dire donne-moi accès à tout le schéma, et comme ça, moi, je peux savoir comment comment je te requête. Donc c'est un peu comme une documentation, comme un Swagger file du GraphQL qui est automatiquement mis dans généré, qui est vivant, quoi, en plus qui évolue sans que tu fasses rien en fait. Exactement. Côté développeur. Et en fait, dans l'introspection même de GraphQL, il y a déjà un dos circulaire. Donc si ton introspection est activée, tu peux faire tomber tout le GraphQL. Et ça, c'est un truc qui est trop fun parce que personne se dit ça. T'as aussi ce qu'on appelle du directive overloading, où tu peux créer des directives en GraphQL. C'est un truc hyper précis où je pense que personne ne sait vraiment à quoi ça sert, à part ceux qui sont fans de GraphQL. Mais bref, moi, je sais que ça me sert à faire tomber un GraphQL. Et derrière, en fait, il y a toute une logique qui est différente que le reste, parce que du coup, on est sur des schémas qui sont imbriqués dans d'autres schémas. Et il y a des failles que moi j'appellerais par nested queries, où par exemple on te dit tu fais une query, par exemple avoir l'adresse d'un utilisateur. Et donc tu dis ton autorisation, t'as le droit d'avoir que ta propre adresse. Tu peux pas regarder l'adresse de quelqu'un. Maintenant tu dis avoir l'adresse d'un utilisateur, puis après tu dis dans ta réponse t'as un objet organisation. Par exemple, l'adresse est affiliée à une organisation. Puis après, dans ton objet organisation, tu as un champ user. Et ce que tu fais, c'est que tu dis, je veux que tu me donnes mon adresse. Puis après, je veux que tu me donnes l'organisation. Et vu que l'organisation, elle a un user, tu dis, je veux que tu me donnes la liste de tous les utilisateurs. Puis après, je veux que tu me redonnes toutes les adresses. Ah ouais, d'accord, ok. Par arbre, en fait. C'est ça, par nesté. En fait, c'est nesté, c'est embriqué dans ton arbre. Et du coup, ton autorisation, elle est dans ta première query. Et oui. Mais il y a des backends GraphQL qui vont pas checker tout l'arborescence si tu es autorisé à regarder ta donnée finale. Ils vont checker et la complexité query. La complexité de ça d'un point de vue dev fait que c'est pas toujours facile à anticiper en fait. C'est même à le mitiger. En vrai, c'est mitisable, j'imagine, mais tu vois, c'est toujours un peu pénible en termes de code. J'ai pas envie d'être le dev qui doit fixer cette faille, honnêtement. C'est clair. Mais c'est des failles qui sont très très courantes en GraphQL
par Ouais. sa nature de schéma et de récursivité. Et Non, mais ok, non, je vois. c'est trop fun. C'est Je trop vois, fun. ok. J'ai pas de GraphQL chez moi, donc ça me fait un truc de moins Trop à bien. checker. Est-ce que t'as des, je sais pas, des failles que tu peux me raconter que t'as trouvé, des trucs un petit peu marrants sur la partie un peu applicatif, web, tu vois, des choses. Ouais, bah en web, t'as beaucoup de failles de type injection Ok. qui sont intéressantes. Donc, je parlais des XSS, des cross-site scripting, où on peut évaluer JavaScript. Moi, Ouais. il y en a un que j'aime bien faire, ça s'appelle des blind XSS. Ça veut dire que tu vas valider des formulaires ou des champs du coup, qui sont contrôlés par l'attaquant, par l'utilisateur. Genre, par exemple, mets un first name. Bah moi, ce que je Ouais. vais faire, c'est que je vais mettre un code HTML qui va exécuter JavaScript, qui va après exfiltrer toutes les données vers mon serveur. Ok. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir ça, par exemple, en nom, prénom, et je vais me balader dans le site. Si c'est une marketplace, je vais créer des commandes, des trucs comme ça. Et mon objectif, c'est que cette donnée-là soit loguée dans le back-office de ma victime, Ok. enfin de ma target, et Ouais. derrière, que quelqu'un vienne ouvrir mon compte. Et vu qu'ils sont dans un back-office différent, bah ça va exécuter JavaScript. Et moi, comment je sais que ça a été exécuté? Parce que j'ai un pingback sur mon serveur. D'accord. Et donc c'est une logique qui est carrément différente de juste bah tu testes un truc et tu regardes tout de suite que t'as ta faille, parce que là on va mettre un peu des balises qui vont nous répondre si sont exploitées ou pas. Et Ouais. ça j'en ai trouvé sur d'énormes boîtes Ouais. dont je peux pas dire le nom, où ça a résulté sur des failles critiques payées à plus de $12 000 parce que Ah ouais. on avait accès au back-office avec des centaines de millions d'utilisateurs impactés. Et vu qu'on a une session back-office admin, bah à partir de là, Ouais, tu peux mais faire un c'est peu ce que tu intéressant veux, parce quoi. que du coup, ces protections qu'on a contre ces injections de code HTML/JavaScript, souvent, effectivement, on les fait sur le front office, tu vois, Ouais, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus grave sur le back office. Le back office, on se dit l'attaqueur, il voit pas, donc oh, il va pas arriver à faire grand chose. Sauf qu'en fait, effectivement, comme tu le dis, c'est quelqu'un qui exécute un bout de code avec des autorisations et un périmètre d'accès qui est souvent beaucoup plus large que l'utilisateur. Et c'est donc, ça. effectivement, si tu le fais bien, tu le fais. En fait, ce qui va se passer, c'est que vu que tu vas sauvegarder la donnée en DB, toutes les applications, les microservices qui vont consommer cette donnée vont Ouais, devoir remettre en place la protection. ouais, c'est ça. Alors que c'est aussi possible de juste sanitize la Empêcher. donnée, Ouais. donc vraiment de pas stocker la donnée avec ce qu'on appelle des payloads, donc ces tentatives d'injection, bah du coup de ne jamais les sauvegarder dans la DB, donc soit en les bloquant ou soit en les filtrant directement, en enlevant par exemple toutes les balises HTML d'un nom d'utilisateur. Tu vois, par exemple, un nom d'utilisateur, ça peut être juste une regex qui whitelist tous les caractères que tu as le droit. Et tous Ouais. les caractères qui ne sont pas dans cette whitelist, bah tu dis ok, je les enlève pour empêcher ce genre de faille de sécurité. C'est assez transparent pour l'utilisateur, donc ça crée pas des interactions en plus. Et en fait, pour moi, c'est logique de Ouais, ouais, je suis ça. d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ouais, intéressant. Donc ça, c'est une faille qui est plutôt cool de la XSS. Tu la transformes en une blind XSS, donc ça veut Ouais. blind parce que tu sais pas où ça va trigger. Ouais. Mais vu que tu t'exfiltres la donnée, bah tu t'exfiltres les cookies, t'exfiltres un screenshot Ouais. de la page, donc tu vois tout, ce qui est assez marrant. Derrière, en faille applicative, en fait, c'est beaucoup ce qu'on appelle des business logic errors. C'est là où on implémente des logiques métiers. Mais on n'a pas pensé à tous les edge cases des logiques métiers. Par exemple, imagine, t'as un site qui te permet de créer des coupons, et tes coupons, bah après, tu valides et ta réduction. Ça, c'est la logique métier. Mhm. Derrière, maintenant, imaginons, on te dit, bah un coupon, tu peux pas le réutiliser 2 fois. Ouais. Donc ça, c'est ce qui paraît logique. Ok. Mais est-ce que si je l'utilise 100 fois en une fraction de seconde, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle une race condition? C'est Ouais. tu vas essayer d'utiliser ton coupon tellement vite, en fait, Ouais. sur un temps très petit, avant que la DB ait update le fait que tu aies utilisé le coupon. Et dépendant de comment le code est implémenté, bah des fois tu te retrouves avec un article qui vaut 500 balles comme une PS5, tu te retrouves à la payer 2 euros. Et pour certains sites qui sont encore moins bien codés, tu te retrouves avec un panier négatif
Donc c'est encore plus drôle. T'as du crédit. C'est ça, après. exactement. Et non, en plus, ça devient un bordel avec les tierces parties quand tu leur envoies des requêtes moins 5 € de paiement. T'es en mode, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, ouais, Ok. c'est des problèmes logiques. Fréquent. Ouais, je pense pas que les conditions ça soit ultra fréquent parce que c'est dur à trouver, mais des problèmes de logique, oui. Par exemple, un qui est plus connu, c'est ce qu'on appelle les IDOR, ce qui est Insecure Direct Object Reference. Donc c'est imbitable ce que ça veut dire, mais en fait c'est très simple. C'est quand tu as accès à des objets dont t'es pas censé avoir accès. Donc par exemple, imagine tu as une API REST /users/ID et toi t'es l'ID 500. Juste tu changes ta requête et tu tentes 501 et tu regardes si tu as les données personnelles d'un autre client. Bah ça c'est une IDOR, c'est tout bête, mais t'en trouves partout. Mais quand je dis partout, ça peut être dans des énormes boîtes qui ont une sécurité de malade et ils ont quand même la faille parce que c'est fou ça. C'est une erreur de dev très très commune. Fréquente. Ouais. Et derrière en fait ça c'est la logique 1 et après tu dis bon bah t'as des UID, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, tu mets l'UID. Donc, enfin, juste pour expliquer l'UID, c'est un truc prédictible. Ça s'incrémente souvent, c'est 500, 500, 502. L'UID, c'est un truc qui est imprédictible. C'est une chaîne de, je sais pas combien, 64, 32 caractères, je sais plus exactement. Ouais. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que t'en as pas 36 normalement. Tu peux pas prédire, tu peux pas en tester à l'infini. Enfin, tu peux tester à l'infini, mais souvent tu tombes pas sur des bons trucs. Et du coup, bah, tu te dis, eux, en fait, leur sécurité, c'est par l'obscurité. Ils vont pas créer de l'autorisation. Ils vont juste dire, bah, je vais créer un ID aléatoire. Bah, du coup, ce que tu fais, c'est que tu trouves comment leak tous les ID. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle un oracle. C'est quelque chose qui va d'abord te faire un premier leak pour que tu puisses faire ton deuxième leak. Et en fait, tu te rends compte que les UID, ça leak de partout. Par exemple, mais comment tu fais? Ça veut dire que tu vas soit tu vas réussir à pirater le back office, soit tu vas comment tu fais? C'est par exemple, déjà on a énormément de pages qui sont indexées. Par exemple, tu utilises Wayback Machine et tu peux trouver des UID juste qui traînent sur Internet parce que un utilisateur à un moment l'a mis je sais pas sur Stack Overflow, il a mis voilà mon UID c'est ça. Du coup tu trouves des données comme ça. Mais il a partagé une URL des fois juste en fait. C'est ça. Et en fait je sais pas comment Wayback Machine arrive à indexer des données, mais des fois tu as des données qui appartiennent à des utilisateurs et donc tu as des UID qui leak et nous on a une commande shell Wayback Machine où tu fais par exemple echo 3 google.com, tu pipe dans Wayback Machine et ça te donne toutes les pages indexées par Wayback Machine et des fois tu as des ID dedans. Donc déjà tu vas tester ça. Et si t'as pas ça, après tu regardes est-ce qu'il y a des profils d'utilisateurs? Oui. Est-ce que tu as son UID? Oui, fini. Voilà. Juste tu cherches un nom d'utilisateur, tu as un ID. Et en fait c'est débile mais avoir sa sécurité par l'obscurité en disant l'attaquant ne va jamais trouver, pour moi c'est pas comme ça qu'on résout les failles de sécurité. Non, il faut que tu rajoutes. En fait, c'est 2 niveaux de sécurité. C'est une safety supplémentaire, mais ça suffit pas. Il faut que tu rajoutes des autorisations, un truc. Mais ça implique surtout si ton ID c'est ton primary key d'un utilisateur. Parce que par exemple, t'as des fonctionnalités. Imagine sur Google Drive, tu veux exporter en non en privé, mais c'est quand même public. C'est tous ceux qui ont le lien peuvent regarder ton fichier. Bah là t'as un ID très complexe et tu peux dire aussi oui mais ça aussi si tu le leaks ça a un problème. Mais après dans Drive c'est pas ta donnée d'utilisateur qui est leakée, t'as certaines données que tu peux quand même exfiltrer, mais la fonctionnalité est différente. C'est pas le primary key de l'utilisateur qui est en train de leaker. Oui. Et donc la feature veut ça en fait. Mais donc, si là, tu voudrais trouver une faille, il faudrait que tu arrives à lister toutes les clés de Google Drive d'autres utilisateurs plutôt que celles qui ont leaké. Et là, tu as une faille de sécurité majeure. Et donc, et là, tu la reportes à Google et tu fais ton outil. Là, t'as une bonne récompense. Ouais. Ronnie, je voulais t'emmener sur le sujet très brûlant des LLM, de ChatGPT et tout, parce que j'ai vu
qu'effectivement il y avait un nouveau domaine de recherche là-dedans sur la sécurité. Clairement. Est-ce que tu as touché à ça un petit peu et qu'est-ce que t'as fait déjà avec les LLM toi? Ouais, carrément. J'ai eu beaucoup de demandes de tests de LLM par des grandes boîtes qui implémentent de plus en plus ce genre de choses. Du coup, soit on était parce que on fait en collaboration avec par exemple Joseph alias Réseau. Qui est un hacker formidable de LLM, il est trop fort. Et Ok. du coup, je collabore beaucoup avec lui sur le piratage de LLM. Et notamment, on fait sur du coup les IA génératives de texte et les IA génératives d'images. Ah, ouais. Et en fait, il y a plein de types de failles différentes. Déjà sur le texte, on aura tout ce qui est prompt injection. Donc, par Ouais. exemple, si ton but c'est de communiquer avec un utilisateur et que ton utilisateur il commence à dire, en fait, oublie tout ce que t'es censé faire, fais quelque chose d'autre. Alors c'est drôle sur ChatGPT, mais bon, tu peux pas faire grand chose avec. Ouais. Mais par contre, ça devient intéressant quand le LLM qu'il y a derrière, il peut aller par exemple query des données, mais pas juste tes données à toi, des données de d'autres gens. Ouais. Et j'ai des potes, eux, ce qu'ils ont réussi à faire sur un chat d'assistance d'une boîte, c'est de demander au LLM, vas-y, donne-moi la donnée de l'utilisateur B. Parce qu'en fait, Ok. au lieu de donner du contexte juste à l'utilisateur de l'utilisateur à qui Ouais, tu ouais. parles, ils ont dit, va chercher le contexte par rapport à l'utilisateur à qui tu parles. Et du coup, Ok. tu peux te dire au LLM, moi, je suis quelqu'un d'autre. Et donc, il va aller chercher, faire une requête API avec ce quelqu'un d'autre. Ce qui est débile. Et en fait, Ouais, ouais. Ok. ce qu'on a vu dans la cybersécurité, c'est que avec l'apparition des IA, tout le monde a oublié les principes de base de la sécurité. Et à partir de là, on commence à avoir des failles de plus en plus fun. Et après, sur les IA génératives d'images, on nous a beaucoup demandé de tenter de générer de la nudité, du Ok. gore, des violences ou de la désinformation. Et là, en fait, ça devient un challenge très différent parce que comment c'est fait en général, c'est que tu as un premier filtre sur ce que tu demandes et Ouais. après, tu as un second filtre sur ce que l'image a généré. Et donc, Mhm. le second filtre, en général, c'est une deuxième IA qui est, par exemple, sait reconnaître du gore ou de la ou de la nudité, des choses comme ça, et qui te dit, là, oui, cette image est flaguée, du coup, je te l'enlève des résultats. Ok. Donc, pour le premier filtre, comment on fait? Il y avait une recherche qui s'appelle le macaronic prompting, où ce que tu fais, c'est que vu qu'un LLM, ça se base sur des tokens, et Ouais. qu'un mot, c'est plusieurs tokens, tu peux prendre un mot et le mettre dans 5 langues différentes. Tu coupes les syllabes de chaque langue et tu choisis d'une langue à la fois. Et après, tu crées un mot macaronique, donc ça veut dire qui est pris de plein de langues différentes, qui n'a Ouais, aucun sens pour un ouais, être humain, ouais. mais que le LLM va comprendre parce qu'il connaît le contexte de plusieurs langues. Ok. Et donc, ce macaronic prompting, tu donnes un mot, mais qui a l'air totalement random, mais Ouais, finalement, il va ouais. quand même te générer Et lui, il va le ce que tu veux. comprendre, quoi. Ouais. Et donc, Lui, là, il va le comprendre, mais par contre, il va pas le reconnaître comme un mot interdit, en fait. c'est C'est ça. ça. En fait, Ouais. pourquoi il reconnaît pas? Parce qu'en fait, les filtres se font pas forcément au niveau du LLM, mais se font avant, donc qui vont Ouais. regarder de la grammaire, en fait, tous les Ouais, ouais, tokens ouais, que ouais. tu utilises, et ils vont dire, si tu matches quelque chose de pas autorisé par la politique, on te bloque ta requête et Mhm, on ouais. t'autorise même pas à générer l'image. En Ouais. fait, vu que c'est un filtre qui est censé bloquer des humains, ça a été conçu par des humains et ils se disent, Ouais, il y aura que ouais. des mots humains qui vont Bien être. sûr. Et Bien sûr. donc, là, tu contournes le premier filtre. Une autre manière, et ça c'était une autre recherche qui était intéressante, c'est que vu que les LLM se basent sur des corpus connus, en fait, ils peuvent De texte, ouais. de texte, voilà, Ouais. ils peuvent compléter des contextes sans forcément que tu dises les mots. Genre, il y a cette injection tacite
en fait. Et par exemple, si on prend un texte de Shakespeare très connu, Shakespeare, il y a énormément de sexualité dans ses textes. Ok. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux juste prendre un passage très connu de Shakespeare, commencer par le début de la phrase, et en fait, tu sais qu'à la fin, bah, il y aura quelque chose de sexuel, et donc il va te générer quelque chose dans ce sens-là. Et D'accord. donc, tu peux contourner le filtre parce que en fait, tu prends pas le premier niveau de filtre, mais c'est au deuxième niveau où tu communiques tacitement. Genre, en fait, c'est comme si tu faisais un clin d'œil virtuel en disant, voilà, je sais, on sait de quoi on parle. Et donc, nous, on avait réussi à générer de la nudité ultra réaliste comme ça, avec la phrase She's a goddess, qui apparemment génère de la nudité. Ouais, en fait, parce qu'elle est associée à des Exactement. des autres phrases qui sont plus explicites, en fait, derrière. Exactement. Et donc, là, on a contourné le premier filtre. Et après, il y a pour contourner le deuxième filtre de la génération d'images, et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que on sait pas vraiment comment ils vont reconnaître la nudité, le gore ou la violence. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'humain, par essence, est très nuancé. On arrive à comprendre des choses Mhm. sans forcément qu'elles soient claires. On comprend très bien l'abstrait. Et donc, ça, c'est quelque chose que les robots, bah, ils aiment pas du tout, en général. Et ce que tu peux faire, c'est, par exemple, pour contourner les filtres d'image, nous, ce qu'on mettait dans notre prompt, c'est de dire génère l'image en pixel art. Et là, tu voyais tout de suite, bah non, ça matchait pas. Donc, tu avais des pixel art de nudité ou des trucs comme ça. Mais bon, pixel art, c'est pas ouf. Donc, on s'est dit, comment on peut avoir un truc ultra réaliste, Ouais. mais où il y a juste assez de variations dans ce Ouais. que le training model qui est censé reconnaître, par exemple, de la nudité ou du corps, juste pour le contourner. Et nous, par exemple, on disait, bah, fais des glitches, mets des glitches dans l'image. D'accord. Et en fait, vu que ça glitch juste un peu, bah, il reconnaît pas les formes qu'il y a derrière, mais l'humain, à l'œil nu, le reconnaît. Elle le voit bien. Et donc, bah là, on s'était fait payer pas mal de bounty grâce à ces deux techniques sur les générations d'images, et ça a beaucoup aidé les entreprises à régler ce problème. Mais c'est un bordel. Ouais, j'imagine. Non, mais j'imagine. Mais c'est très marrant parce que le domaine est complètement différent dans le sens où, en fait, t'es plus en train, c'est moins, enfin, t'as besoin de comprendre la technique derrière, mais c'est moins technique dans le sens où t'es moins en train de, tu sais, de faire du code. En fait, en soi, t'es juste en train de Ouais. parler à un élément pour le contourner. Je trouve En ça. fait, t'enlèves toute la couche technique et protocolaire et comprendre comment faire les interactions. Et en fait, tu te bases que sur la logique pure et dure du piratage en disant, OK, peut-être que eux, ils ont prévu un filtre comme ça. Qu'est-ce qu'il arrive si moi, je fais ça? Et en fait, ça devient... Un côté, c'est beaucoup plus difficile à tester parce que t'as ce truc très aléatoire des LLM où des fois, ils vont faire ce que tu dis, des fois, ils vont pas du tout le faire. Mais par contre, une fois que tu trouves ta faille, c'est assez marrant de voir le truc se casser devant toi, quoi. Il y avait aussi une recherche de Google où eux, ils avaient fait un truc assez marrant. Je crois que ça marchait sur GPT où ils arrivaient à liquer les training models en demandant à LLM de répéter de manière infinie le mot poème. Ok. Et c'était trop bizarre parce que en fait, tu voyais poème, 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 poème plein de fois. Et Ouais. à un moment donné, le contexte se cassait. Et ma théorie, c'est qu'il comprenait pas comment continuer le prompt par rapport à tout ce qu'il y avait au-dessus, vu qu'il avait oublié le contexte. Et du coup, bah, il donnait juste la donnée qu'il connaissait, et donc c'était son training model. Et, Il devient fou, quoi. et cette recherche, c'est pas genre une hallucination, parce qu'il y a beaucoup d'hallucinations sur les IA. C'était pas une hallucination de l'IA qui disait n'importe quoi, c'était vraiment du coup le training model, et ça a été confirmé plus tard parce que OpenAI ont fixé la faille. C'était chez OpenAI, ce truc. C'est ça. Et en fait, Google, ils ont dit qu'ils avaient aussi trouvé en interne sur Bard et Gemini à l'époque, mais qu'ils ont fixé avant que ça arrive en production. Et du coup, ils savaient que ça marchait parce que ça a marché chez eux.
Mais le training model, ça veut dire qu'il te donnait toute la data sur laquelle il avait été entraîné. Ça, Ouais, c'est du training data. il te donnait pas tout, parce que Ouais, il te manque beaucoup, mais oui, il te liquait une partie sur quel Yes. détail il a été entraîné, ouais. Ok. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez critique pour les IA, et c'est enfin pour ceux qui construisent des LLM, et donc c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de choses. Ouais. Ok. Bon, bah, très cool. Écoute, Ronnie, on a fait un bon tour. C'était très chouette. J'ai appris plein de trucs. J'ai une dernière question pour toi, Avec quand plaisir. même. T'en penses quoi de la série Netflix Arsène Lupin? Non, je la trouve cool. C'était un bon moment à regarder. Après, je pense que je préfère l'univers des bouquins. J'aurais bien aimé une série Netflix sur le personnage d'Arsène Lupin, Ouais. et pas un personnage qui s'inspire d'Arsène Lupin. Mais quand même, il y avait de bonnes références, donc non, très cool. Ok, cool. Bon, bah, du coup, merci beaucoup. Ce que je fais à chaque fois sur le tronche de texte, c'est que je te laisse, toi, un petit mot de la fin, si tu veux rajouter un truc sur tout ce qu'on s'est dit. Ouais, un petit mot de la fin. Je sais que t'as une communauté très axée chez développeurs tech, et peut-être moins dans la sécurité. Et donc, si j'ai juste un truc à dire, c'est apprenez à pirater. C'est fun, c'est facile, c'est libre d'accès aujourd'hui sur YouTube. Il y a énormément d'apprentissage là-dessus. Et en fait, ouais, c'est tellement amusant que je recommande aux développeurs d'apprendre à faire ça. Et surtout, si vous apprenez à comment casser un truc, peut-être que ça peut vous aider à choisir des meilleurs technos. Bon, après, si les développeurs font des erreurs, ça me fait du boulot. C'est ça. Faites des erreurs pour Ronnie, ouais. Bon, bah, écoute, trop cool. Merci encore 1000 fois pour tout ça. Je pense que c'était très enrichissant. Merci à Et je toi. pense que ça sera vraiment intéressant aussi pour les gens qui t'écouteront. Donc, bah, encore merci d'être venu. Et puis, je te dis à bientôt. Ça m'a vraiment donné envie de me remettre un peu dans ce point. Avec plaisir. À bientôt, et bon courage pour se remettre au hacking, du coup. Merci, Ronnie. À plus. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.